matinale. Bonjour mon cher Sylvain. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Ah Sylvain, on peut peut-être, même si ça s'est déroulé maintenant il y a 2 jours, 3 jours même, presque, enfin 2 jours et demi, parler un petit peu de sport. On avait fini la dernière émission avec du sport. Alors il s'était dit, là c'est bon, on va plus en entendre parler pendant nos auditeurs pendant 6 mois, 1 an. Eh ben non, vous allez à la fois, là vous en avez 2, pour le prix d'un. D'abord, le classico, hein, un classico qui a tenu toutes ses promesses dimanche soir, voilà. Là, on n'est même plus 1, 2 et 3-0. Il faut au moins savoir compter jusqu'à 5, ce que beaucoup de supporters à Marseille, à mon avis, ne savent pas faire. Donc, ça fait quand même 5-0. Hein. C'est lourd, dur. Ah oui, puis alors, moi j'avais prévenu la semaine dernière qu'on ferait une matinale spéciale classico. Les Parisiens ont fait le nécessaire. 5-0. Quand on pense que on a fait, le PSG a marqué autant de buts qu'il a frappé sur les montants de Marseille, c'est l'apocalypse dans les Bouches-du-Rhône. Je pense que la moitié de la population aurait dû se jeter dans le Vieux-Port dimanche soir. Bref, après tout ce qu'ils avaient déclaré sur les réseaux. D'ailleurs, pour la première fois la semaine dernière, j'avais été regarder un peu les commentaires de certains Marseillais dans la matinale. Écoutez les gars, voilà, hein, c'est comme ça. Vous vous consolerez si possible peut-être avec la Coupe de France, on verra. Mais enfin là, vous avez été plus que climatisés. Et c'est pas la peine d'incriminer les tifos dans les 2 COP pour essayer de trouver un moyen de discuter de cette raclée mémorable qui est le plus grand score en faveur du PSG dans un classico. Il faut aussi le souligner. Voilà. Bis à tous. Et je souligne un truc parce que j'avais vu ça aussi dans les commentaires. Je suis pas supporter du Paris Saint-Germain depuis que le Qatar est arrivé. Hein. Je suis supporter du Paris Saint-Germain depuis 1992 dans les tribunes et depuis 1982 devant ma télé. Donc, j'ai pas attendu que le Qatar arrive pour devenir fan du Paris Saint-Germain. Voilà. Oui, on n'a pas eu toujours, faut bien le dire, Sylvain, des jours heureux avec le PSG. On a été des supporters à une époque très malheureux. À l'époque de Bernard Tapie, c'était les Parisiens et c'était nous qui pleurions. Hein. Bon, voilà. La roue tourne, c'est la vie. Voilà, la roue tourne. Enfin, avant même qu'on ait le soutien des Qataris au niveau financier, on a quand même gagné une Coupe d'Europe, on a été vice-champion d'Europe l'année d'après. Je crois qu'on est le seul club avec Reims à avoir fait 2 finales de Coupe d'Europe consécutivement. Enfin voilà, quoi. On avait déjà quand même marqué un petit peu l'histoire du football français. On avait d'ailleurs, quand on a été champion d'Europe avec la Coupe des Coupes, là, c'est Luis Fernandez qui est quand même le premier entraîneur français à avoir gagné une compétition européenne. Hein, faut pas l'oublier. Donc voilà. Exactement. C'était la fameuse Coupe des Coupes qui n'existe plus aujourd'hui comme compétition, mais dont on a été en effet vainqueur. À l'époque du PSG, du grand PSG de Canal+. C'est ça. Alors, Sylvain, autre point qui va d'ailleurs te tenir un peu plus éloigné des matinales de Géopolitique Profonde, ce qui ne veut pas dire qu'on ne t'aura plus du tout, mais qu'on ne t'aura plus bientôt comme permanent. Ça explique aussi un petit peu l'enregistrement d'aujourd'hui, parce que tu as décidé de prendre des nouvelles responsabilités. Cette fois-ci, c'est pas dans le foot, c'est plutôt le foot anglais en tout cas, mais plutôt le football américain. Et je crois que tu as été d'ailleurs dimanche, non seulement mobilisé pour le Classico, mais aussi pour le Super Bowl, dont on a beaucoup parlé aux États-Unis d'ailleurs. Oui, on a fait une longue soirée, une très longue nuit pour regarder le Super Bowl. Alors, je vais pas épiloguer sur le désastre sportif de cette édition, hein, qui a été marqué par un match ennuyeux au possible, quasiment jusqu'à la fin, mais parce que à la mi-temps, on a eu le droit à 2 phénomènes. Enfin, à la mi-temps, on a eu le droit à un phénomène qui a une portée politique, et puis on a eu pendant les publicités, vous le savez peut-être, hein, aux États-Unis, les spots de publicité s'arrachent à coups de millions, de dizaines de millions de dollars pendant le Super Bowl, puisque c'est la plus grande audience sur un seul événement sportif.
au monde. Et donc là, il y a eu deux choses. Alors la première, c'est le spot de pub d'anciennes victimes de Epstein qui demandent à ce que la justice aille plus loin. Donc, faut imaginer les Américains qui regardaient le match, ou certains d'ailleurs étrangers dans le monde qui peuvent regarder les programmes avec les pubs américaines. Comme c'est le cas d'ailleurs, il y a des abonnements en Europe pour faire ça, ont vu cette publicité où on voyait donc des femmes aujourd'hui qui étaient des jeunes adolescentes qui ont été victimes du réseau d'Epstein et qui disaient voilà, ce qui vient de se passer, c'est un premier grand pas, mais on exige que ça aille plus loin et on veut savoir, on veut que la vérité tout entière soit dévoilée et qu'on n'en reste pas simplement à ce qu'on vient de découvrir en détail. Je ne parle pas de l'affaire Epstein, mais des détails de cette affaire supplémentaires depuis maintenant une dizaine de jours. Donc ça, c'était pendant les publicités. Et puis à la mi-temps, on a eu un show par un rappeur portoricain qui, lui, a fait quelque chose que Donald Trump n'a pas pu s'empêcher de critiquer sur son réseau social, même pas avant la fin du match, je crois, en disant que c'était une insulte à l'Amérique, puisque le rappeur portoricain en question a chanté en espagnol. Alors pas en castillan, parce que si on fait la distinction entre l'espagnol castillan continental européen et puis celui qui est parlé dans les Caraïbes, c'est pas vraiment la même chose. Donc il a chanté, alors il y a quand même 41 millions de locuteurs hispanisants aux États-Unis, donc c'est pas anodin de faire ça, mais néanmoins on a eu le show complet en faveur d'une. Alors c'est de la faute du patron de la NFL, qui est quelqu'un qui était très proche des démocrates, etc., qui a laissé ça s'installer. Et donc, on a eu, entre guillemets, le pendant de la nouvelle doctrine Donroe, c'est-à-dire, à la fin, le chanteur a dit « God bless », et il a énuméré tous les pays d'Amérique latine, y compris Cuba ou le Venezuela. Voilà. Et ça, au moment où l'audience est la plus importante, avec sur dans le show, tous les drapeaux de tous les pays d'Amérique latine étaient représentés. Voilà, donc Trump a considéré que c'était une insulte à l'esprit des États-Unis, parce qu'en plus on comprenait pas pour tous les autres locuteurs qui sont pas hispanophones, on comprenait quasiment pas ce qu'il disait. En plus, vu que c'était de la musique plutôt rap caribéen, il était entouré de chicas bonitas à volonté. Et lui, il s'est déhanché en faisant des gestes un peu comme ceux de Michael Jackson autrefois avec son entrejambe. Alors là, Trump s'en est aussi pris à lui à cause de ça en disant que pour le jeune public, ils n'avaient pas à voir ça. Bon, ça, c'est de l'hypocrisie totale aujourd'hui parce que quand Michael Jackson, qui avait fait le show du Super Bowl, il n'arrêtait pas de le faire à l'époque. Personne ne s'était jeté sur lui et on était pourtant sous l'ère Ronald Reagan. Donc voilà, mais ça a quand même bien marqué les clivages politiques dont on a pu parler ici sur la situation interne des États-Unis. Et donc le Super Bowl reste un lieu aussi avec ce show d'expression de ces contradictions. Où on voit là, ça fait maintenant une quinzaine d'années, si ma mémoire est bonne, que le patron de la NFL a changé et que c'est plutôt quelqu'un qui est proche des démocrates. Et donc, il nous sert des shows avec des artistes. Là, il y avait en guest star, il y avait Lady Gaga, on connaît ses liens avec les démocrates également. Enfin bon, voilà, c'était pas des artistes pro-Trump. Ils n'ont pas fait venir Mel Gibson sur scène pour nous chanter un cantique en latin. Voilà, si on peut résumer un peu les choses. Donc, pas seulement un événement sportif, mais un événement aussi à portée politique, interne bien sûr, mais avec l'affaire Epstein, là, on va très loin. On est vraiment dans quelque chose qui ne cesse de défrayer la chronique et qui, comme on en parlait déjà un petit peu la semaine dernière, est absolument phénoménal dans son traitement en France. C'est-à-dire que quand on voit comment c'est traité partout dans le monde, y compris dans d'autres pays européens, et comment chez nous c'est traité, mais c'est de la folie. Quand on laisse quelqu'un comme Jack Lang servir de fusible
faire un communiqué de presse où il dit un peu comme François Ier à Pavie, tout est foutu sauf fort l'honneur. Mais comment ça l'honneur? Mais Jack, l'honneur, c'est pas une notion que tu connais. Enfin, voyons. Et puis surtout parler d'honneur quand on est contraint à la démission parce qu'on sert de fusible à Macron, qui a été nous vendre encore une fois. Alors là, moi, j'étais sidéré parce que je pensais pas que là-dessus, il tenterait encore la pirouette. Mais figurez-vous, ma bonne dame, l'affaire Epstein en France, c'est les Russes. C'est les Russes. Là, Epstein, on le voit avec des maillots des forces de défense israéliennes. On le voit, il y a des papiers qui passent aux États-Unis, comme quoi, voilà, le mec a été formé par le Mossad, et selon des sources du FBI, hein, pas selon je ne sais quelle gazette à sensation et tout. Mais nous, en France, c'est une opération contre Emmanuel Macron qui vient de Russie, parce qu'il y a quelqu'un qui a un compte sur X qui a relayé des infos qui, elle, par contre, et alors là, c'est là qu'il faut être très intelligent et très prudent. Le compte X qui a commencé à dire Emmanuel Macron aime les petits garçons, etc., les preuves qu'il a pu avancer ont été démontées et effectivement, on pourrait dire que c'est injurieux ou calomnieux ou ce genre de choses. Parce que la réalité du problème de ce qu'a dévoilé les documents la semaine dernière et la semaine passée, c'est pas effectivement des histoires de pédocriminalité qui incrimineraient Emmanuel Macron. Il faut qu'on soit bien clair et qu'on soit honnête avec l'audience. Mais c'est des problèmes qui sont, je dirais pas plus ou moins graves, mais qui sont tout aussi graves sur le fait que, bon, bah, déjà, Emmanuel Macron avait des contacts avec Jeffrey Epstein, hein, donc ça, c'est déjà un problème, mais qu'en plus, c'était pour des questions de politique, pour devenir le personnage qu'il est, et peut-être celui qu'il sera demain, puisqu'il se rêve à la tête de l'Union européenne. Donc, c'est ça le truc. Et donc, je ne sais pas qui a décidé de lancer ces attaques contre Emmanuel Macron par rapport au dossier Epstein en disant oui, ça prouve qu'il aime les petits garçons, etc. Parce que c'est quelqu'un qui sert les intérêts finalement d'Emmanuel Macron en lui offrant la possibilité de balayer du revers de la main l'accusation parce qu'elle est infondée. Je dis pas qu'elle est fausse, elle est infondée pour le moment parce que ça ne veut pas dire que demain on n'aura pas des informations qui viendront finalement nous dire ah bah oui, il aimait aussi les petits garçons. On n'en sait rien. Hein, mais en tout cas, ça permet à Emmanuel Macron de botter en touche avec toute la clique de la presse aux ordres pour nous dire attention, roulement de tambour, tratam, pim, c'est les Russes. Oh, mince. Non mais, les types sont énormes. On a vu Mendes France et compagnie à la télé. Alors même Mendes France à la télé, il s'est fait avoir parce qu'il a essayé de nous dire ah oui, mais vous savez, les mecs qui balancent les infos de Epstein, c'est les mecs de Quanon. Et moi, j'ai travaillé sur Quanon. Donc, en gros, bah, je vais discréditer l'émetteur pour pas qu'on porte du crédit à ce qu'il a émis comme information. Et là, sur le plateau, il est tombé sur deux dames, dont j'ai malheureusement oublié le nom, qui lui ont dit non, mais il y a des faits, copains. Il n'y a pas juste qui émet les faits. C'est que ce qu'il dit, c'est vrai. Et vous ne pouvez absolument pas avouer qu'il s'est planté en traitant tout le monde de complotiste depuis des années, à injurier les gens, certains même à les traîner devant les tribunaux, et ben ils continuent de tenter de nous dire oui, mais vu que les faits, c'est ces gens-là qui les disent, ça doit pas vraiment être vrai. Ben si, quand on dit l'eau mouille, ça peut être un nazi ou ça peut être un stalinien qui le dit, l'eau mouille. Hein, voilà, c'est peu importe. Hein, c'est pas parce que c'est Adolf Hitler qui dit d'un seul coup, tiens, regarde Herman, d'un seul coup il pleut, qu'il pleut pas. C'est pas comme ça que ça marche, hein, Monsieur Mendes France. Donc bon, c'est lamentable. Et ce qui est fou, c'est que à part les gens de la dissidence, malheureusement, alors de la dissidence médiatique, hein, puis bon un peu politique aussi, François Asselineau, Philippot, etc. Je m'excuse si j'en oublie dans la liste. C'est pas volontaire, hein, parce que des fois, quand j'oublie un décan, les mecs se tombent dessus. Tu n'aimes pas François Asselineau? Non, j'ai fait une émission avec lui il y a 1 an et demi qui a fait 200 000 vues, mais j'aime pas François Asselineau, que je salue. Voilà, ou j'aimerais pas Florian Philippot. Enfin bon, bref, n'importe quoi. Mais en tout cas, au niveau de la presse, il faut que ce soit. J'ai entendu ce qui était extrêmement intéressant d'ailleurs et qu'il faut remonter encore. C'est pour moi un des éléments clés de l'affaire Epstein, c'est ce qu'a dit Régis Le Sommier,
à propos de Berlusconi, où Berlusconi a dit à Epstein d'aller se faire voir, hein, je ne vais pas être vulgaire, parce que lui, il n'avait pas besoin de kidnapper des gamines. Voilà, c'était écrit par Silvio Berlusconi à Epstein en lui disant non, tes histoires de dingo là, moi je suis un latin, hein, je suis pas un taré vétérotestamentaire, juif ou protestant ou que sais-je, hein, j'assume, hein, comme on dit en portugais, foder é bom precioso, je laisse aux gens le soin de traduire. Hein, et voilà, nous, les pépés, il n'y a pas besoin d'aller les kidnapper. Voilà ce qu'a écrit Silvio Berlusconi. Hein, la bouffe est bonne, les nanas sont là, et on n'a pas besoin d'aller les kidnapper. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du niveau du témoignage qu'a porté, parce que là, on rentre, on va pouvoir parler de l'affaire Epstein sur le plan politique ou ce genre de choses. Mais là, sur le plan du problème de détournement de mineurs ou de pédophilie, si elles sont en dessous d'un certain âge par rapport au droit français, etc., c'est quand même quelque chose où là, on a un des plus grands personnages politiques italiens, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, de la deuxième moitié du XXe siècle, qui dit mais moi je veux pas tremper dans tes magouilles parce que je sais comment tu te procures ces pauvres filles. Voilà. Hein, donc là, moi je suis sidéré. C'est comme quand le premier ministre israélien Bennett nous disait mais attendez, on avait négocié une paix avec les Ukrainiens et les Russes, et puis ils ont tout foutu par terre. Pourquoi ne relaie-t-on pas plus cette information-là aujourd'hui sur les réseaux? Hein, Régis Le Sommier a fait le boulot. J'espère que d'autres reprendront ce qu'il a dit et qu'on pourra continuer d'exiger des médias de grand chemin qu'à un moment ou à un autre, ils arrêtent de nous prendre pour des buses. Parce que là, ça devient insupportable. Et puis, ensuite, il y a tout le volet économique. Hein, c'est-à-dire qu'on voit que l'affaire Epstein, il y a un problème, bien évidemment, de mœurs, hein, de trafic d'êtres humains, etc., peut-être de mise à mort, de torture et compagnie, puisque c'est ça qui plane, je le rappelle, sur l'ex-prince Andrew, hein, je ne sais pas s'il est puisqu'il a plus son statut de prince, enfin d'altesse royale, il y a ce volet-là, et puis après, bah, comme je l'expliquais pour Emmanuel Macron, il y a tout le volet économique et politique, c'est-à-dire les ramifications de je te fais roitelet dans un coin, je te fais tel ou tel avantage avec Bill Gates pour profiter de la pandémie et s'enrichir, tout en mettant en place le contrôle des humains. Enfin, c'est des choses qui sont absolument phénoménales. Phénoménales. Et pour le moment, le dernier point le plus brûlant de l'actualité politique, c'est qu'il semblerait que ce que j'évoquais avec toi la semaine dernière se confirme, c'est que celui que ça ennuie, pour ne pas employer d'autres mots, le plus, c'est Benjamin Netanyahou. Oui. Qui, lui, a été obligé de se fendre, parce que lui, il le dit, hein. Ah oui, Epstein, il connaissait bien Ehud Barak, mais c'est pas parce qu'il connaissait Ehud Barak que c'est un agent israélien. Mais non, mais Bibi, mais tu te fous de qui? Tu te fous de qui? Je crois que c'est Marc-Gabriel Drahi qui a écrit ce week-end, quand on commence à se justifier comme ça, c'est qu'on a quelque chose à se reprocher. Probablement, oui. Mais c'est pas possible. Le gars, il nous dit, bon, oui, Epstein, attention, hein, il était super pote avec Ehud Barak. Il faut bien comprendre, pour ceux qui auraient oublié, que Ehud Barak et Benjamin Netanyahou se haïssent. Mais alors, se haïssent à un niveau, on ne peut pas imaginer, hein, c'est vraiment à couteau tiré entre les deux hommes. Mais effectivement, Ehud Barak a été cité 1000 fois super copain avec Epstein et compagnie, ce qui nous laisse entendre, vu les responsabilités. Je rappelle, Ehud Barak, comme beaucoup d'hommes politiques israéliens, avant d'être Premier ministre, il a d'abord et surtout été chef d'état-major de Tsahal. Donc, il a les mains dans le système de défense israélien jusqu'au cou. Hein. Donc, et à l'époque où il connaissait le plus Epstein, c'est à l'époque où il était, entre guillemets, militaire, chef d'état-major, c'était pas quand il était Premier ministre. Donc, venir nous dire qu'il n'était pas stipendié par les Israéliens d'une manière ou d'une autre et qu'il n'opérait pas pour leur compte, et Bibi qui se sent de dire « Ah, je vais faire quand même une déclaration parce que là, la storm shit, on la prend en pleine figure. » Et ça aussi, par rapport à tous ceux qui nous disent « Non, il n'y a pas d'histoire avec les sionistes, il n'y a pas d'histoire avec Israël, etc. »
et que c'est un coup des Russes, non, regardez, même les Israéliens eux-mêmes, ça leur pose problème. Alors, arrêtez de dire n'importe quoi. Mais donc aujourd'hui, et c'est là que ça interroge sur la temporalité de Trump via Bundy de sortir cette phase-là des dossiers, c'est qu'on est en plein dans le problème irano-israélo-américain. Et que là, on voit bien comment ça sert, ou ça semble servir, parce que l'écheveau va être très long à démêler à mon avis, et il est très épais, comment la sortie à ce moment-là de ces milliers de pages supplémentaires sert l'agenda de Trump contre Netanyahou par rapport à l'Iran. Parce qu'il faut bien le comprendre comme ça. C'est pas Donald Trump, voilà. Alors aujourd'hui, moi, j'ai pas d'idée, sinon que pour le moment, les négos continuent. Les négos, les Iraniens ont dit non, mais attendez, nous, on va discuter de ça et de ça, mais on va pas abdiquer de ça et de ça. Donald Trump, il n'a pas l'air de taper du poing sur la table plus que ça. À côté, on a parallèlement à tout ça des gens dans les journaux. Moi, je pense que depuis même l'invasion russe en Ukraine, LCI n'a jamais été aussi finalement à vomir qu'au cours de la dernière semaine écoulée. Parce Pourquoi que commenter la guerre, c'est une chose, et ils le font de manière abjecte, on est tous d'accord. Oui. Ils ont d'ailleurs montré un certain panache pour critiquer ce qui se passait à Gaza. Il faut leur reconnaître aussi. Il y a des généraux de plateau qui, sur Gaza, ont fait preuve quand même d'une certaine colonne vertébrale. Mais là, c'est la façon dont ils présentent ce qui serait, je dis bien au conditionnel, un échec des négociations, parce qu'ils trépignent à l'idée qu'il faudrait que les Américains frappent l'Iran. Ils en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Là, je regardais tout le week-end là, Isabelle Lasserre et les autres. Il faut que ces négociations soient un échec et il faut à tout prix que les Américains cèdent à l'idée de frapper l'Iran. C'est quelque chose, mais ils en frémissent d'envie et ils n'arrivent pas à le cacher. C'est à vomir. C'est à vomir. C'est-à-dire que, quelles que soient nos foi ou qu'on n'ait pas la foi ou ce genre de choses, comme dit l'Église, on reste des hommes de bonne volonté. Quel être humain doué de bonne volonté pourrait souhaiter que des négociations pacifiques aboutissent? Qui pourrait souhaiter ça? C'est pas possible. Qu'après, si on voit qu'il y a un jeu de dupes de la part d'une des deux parties, on le dénonce en disant mais non, c'est pas vraiment un accord, c'est au détriment de l'un ou tellement fort qu'on voit bien que c'est une arnaque. Je veux bien, mais tant que c'est pas terminé, quel être doué de raison et de bonté, si tant est que ce soit quelque chose chez LCI, qui, comme disaient les Guignols avec Gérard Carrero, ils lui ont enlevé la morale pour le nommer directeur de l'information, les types font preuve d'une mauvaise volonté. Et depuis le début de la semaine dernière, à chaque fois que les négociations ne devaient pas avoir lieu, elles vont pas avoir lieu, finalement, ça ne se fera pas. Puis ils sont rattrapés par la patrouille. Et jeudi, la semaine dernière, le mercredi, Trump, il dit si, elles vont avoir lieu. Et elles ont lieu. Et quand ça commence, oui, mais regardez, ils veulent pas se parler directement. Ils prennent leur temps. Enfin, je veux dire, ils font les choses tranquillement. Ils n'ont pas besoin, tout va pas se régler demain matin. Et puis là, depuis que les Iraniens continuent de déclarer que ça sera selon des conditions qui ne remettent pas en cause leurs droits souverains, mais qui sont prêts quand même à faire des concessions, puisqu'ils disent, nous, sur le nucléaire, on veut bien trouver un accord qui rassure tout le monde. Donc, tout le monde, c'est bien évidemment, on l'a tous compris, leurs voisins immédiats, mais surtout Israël. Donc, on voit bien qu'il y a quand même une volonté d'aller dans le bon sens. D'ailleurs, les Iraniens avaient déjà signé quelque chose qui allait dans le bon sens. Malheureusement, Donald Trump l'a déchiré au cours de son premier mandat. Ça, on ne l'oubliera pas. Mais là, ces gens-là veulent pas que ça aboutisse. Et encore, là, avant qu'on enregistre, et c'était, Trump va se faire rouler dans la farine par les mollahs se foutent de lui, etc. Mais c'est pas possible. Déjà, le fait de considérer Trump comme étant un négociateur débile et compagnie, ça, c'est lamentable. Mais le côté, on veut surtout pas que ça arrive et il va falloir finalement
arriver à la solution extrême, c'est-à-dire que c'est Israël tout seul qui va faire le boulot. Alors déjà, Israël tout seul qui va faire le boulot, ça va être quoi? Ça va être quand même pas tout seul, puisque pour faire du ravitaillement en vol, ils en ont pas assez des ravitailleurs. Il faudra qu'à un moment ou un autre, il y ait des ravitailleurs américains qui rentrent en action, ou peut-être des ravitailleurs britanniques, comme ça avait été le cas dans la première phase de la guerre des 12 jours. Donc tout ça, c'est à vomir, alors que on peut espérer, je ne dis pas que c'est sûr que ça va aboutir, mais on doit espérer que ces négociations aboutissent à quelque chose de constructif pour tout le monde. Et j'entends par tout le monde, bien sûr, que les gens en Israël, ils se disent, tiens, est-ce que les autres, ils vont avoir un stock de missiles balistiques monumental qui va pouvoir nous écraser la figure, comme ça a été le cas pendant la guerre des 12 jours. Si on est un citoyen israélien, ces questions-là, qu'on se les pose, bah, personne va dire, ah non, c'est illégitime. Oui, non, c'est normal. Hein. Donc, on rassure tout le monde par un accord où les Iraniens ne verraient pas leurs droits souverains être obligés d'être piétinés, parce que c'est ça qu'on leur promettait au départ, et puis qu'on soit pas obligé de bombarder le pays par ailleurs. Je vois pas qui va hurler au loup contre ça. Hein, c'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable. Ouais. Donc, en tous les cas, on est plutôt en effet dans le cadre de négociations. L'affaire Epstein, juste pour revenir un instant dessus, en tout cas, semble-t-il, sert les intérêts de Trump. Ça, c'était quelque chose qui n'était pas évident à l'origine. Hein. On se disait, au contraire, on en a parlé la semaine dernière, ces dossiers ont été transmis parce qu'ils gênaient Trump et que c'était une façon de lui faire comprendre qu'il fallait bombarder l'Iran pour qu'on évite d'en parler. Or là, évidemment, c'est absolument pas le cas. C'est-à-dire qu'on voit réellement que ceux qui sont les plus ennuyés dans cette affaire, ce sont les Israéliens. Eh oui, eh oui. Enfin, moi, dès le départ, hein, tu l'avais dit d'entrée. Moi, j'ai dit d'entrée, attention, hein, le vendredi, quand c'est sorti, donc il y a 15 jours presque, maintenant, tout le monde disait, ah oui, c'est Trump qui va payer les pots cassés. Et puis, au bout de 48 heures, on avait très bien compris que celui qui était le plus ennuyé, mais très, très fort, c'était Benjamin Netanyahou. Hein, et son entourage. C'était certainement pas Donald Trump, parce que là, il a sorti quand même un gros dossier. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est la précision que j'apportais tout à l'heure, c'est que là, ok, il y a des informations sur le caractère, trafic d'humains, etc., violence, viol, etc., des trucs abjects, mais il y a tout un volet politico-économique qui est extrêmement important. Parce que je rappelle que l'histoire, parce que là aussi, quand on parle de ce bon Jack Lang, faut bien comprendre que là, le problème qui est soulevé avec Jack Lang, c'est pas simplement le fait, on le sait avec les histoires de Luc Ferry, qu'il y a des soupçons ou les déclarations de feu Tintin, Roger Olindre, que l'autre est accusé de tout un tas de saloperies pédophiles au Maroc et compagnie. C'est que là aussi, ce qui concerne directement le problème des révélations et de Jack Lang sur ces 15 derniers jours, c'est les magouilles financières que Epstein aurait montées au profit de la fille de Jack Lang, et donc peut-être de Jack Lang lui-même. C'est ça aussi qu'il faut pas oublier, parce que les gens, et c'est normal, parce qu'on est tous normalement des êtres humains doués de raison et compagnie, touchés à nos gosses, c'est sûr, ça nous sidère. Hein, et toutes les problématiques autour de toucher aux enfants, on se rend bien compte que ça sidère tout le monde. Mais faut pas malheureusement se dire que c'est limité à ça. Ces gens-là sont dans un truc complet, total, hein, absolu. Et donc oui, il y a le volet des gosses qui est immonde et qui est malheureusement, je pense, la dernière strate que Trump garde sous le coude pour encore en rajouter une couche si les mondialistes se plient pas à sa nouvelle stratégie qu'on a longuement évoquée depuis le début de l'année sur cette antenne et moi sur Veille Stratégique, hein, parce que je pense que ce qui reste à découvrir là, c'est ce qui fera tout tomber, c'est-à-dire toutes les saloperies les plus immondes avec les gamins. Mais donc là, c'est le volet politique et économique, et le problème pour Jack Lang aujourd'hui, c'est que ces révélations pointent du doigt. Non mais, la fille de Jack Lang, alors elle est encore mieux que Netanyahou. Moi je le connaissais pas bien, mais il m'a fait, je suis son héritière. Mais non, mais 5 millions de dollars ou d'euros, je sais plus en quelle monnaie c'était, de dollars. Voilà. Non mais vous vous foutez de qui?
Vous vous foutez de qui? Comment ça, le type, il t'ouvre un compte aux Caïmans, aux îles Vierges et compagnie, et toi, bah oui, c'est gentil, c'est pour faire. Non mais, non mais, non mais, non mais. Et donc là, on voit que le réseau était très structuré. Alors, je sais pas s'il faut dire était ou est, parce que pour moi, la mort de Jeffrey Epstein n'est pas le synonyme de la mort de son réseau, hein, ou la mise en cabane de sa bonne femme Ghislaine Maxwell. Non. Parce que ça touche tellement de monde. Et on voit que c'est toute l'élite occidentale, aussi bien politique, économique, culturelle, qui est touchée par ce truc-là. Ouais. Hein, voilà, tout le monde avait les mains dans le pot de confiture à un moment ou à un autre. Hein, et tout ce qu'on a pu entendre quand il y a des gens qui disaient, vous savez, là, le Pizzagate, hein, parce que il y a un autre personnage, je vais répéter, je l'ai dit sur Veille Stratégique jeudi, vous entendez beaucoup parler de Epstein, vous entendez un peu parler de Ghislaine Maxwell, sa compagne. N'oubliez jamais John Podesta dans l'équation, hein, parce que lui aussi, c'est une espèce d'ordure, mais alors sidérale. Hein. Lui, il est aussi à un niveau dans toutes ces horreurs avec les gosses, et il faut que son nom apparaisse autant à chaque fois qu'on dénonce cette affaire que celui d'Epstein. Hein. Faut pas l'oublier. Et il y a des gens qui sont morts pour avoir dénoncé John Podesta. Faut jamais l'oublier non plus, parce que lui, il est lié au clan des Clinton très directement. Hein. D'ailleurs, Madame Clinton, elle a dû avoir des sueurs froides de voir les forces spéciales américaines ramener un troisième suspect, puisqu'il faut le traiter ainsi en termes de droit, de l'affaire de Benghazi en 2013, si ma mémoire est bonne, ou en 2012, corrigez-moi, j'ai peut-être, quand il y a le futur, ce qu'aurait dû être le futur ambassadeur américain en Libye, qui a été abandonné à son sort sur ordre de Madame Clinton, ainsi que des agents de sécurité, forces spéciales, CIA et compagnie. Hein. Donc là, il y a un troisième gars qui vient d'être amené aux États-Unis, qui a dit que lui, il avait toute confiance dans la justice américaine. J'espère que sa cellule est bien protégée et bien sécurisée pour pas qu'il lui arrive ce qui est arrivé à plein de gens dans l'entourage de Madame Clinton qui ont révélé des histoires avec donc John Podesta ou des histoires de mails autour de l'affaire de Benghazi. Voilà, parce que là, ça commence le truc est en train de péter de partout. Et c'est pour ça que je pense que Donald Trump a très très bien utilisé cette capacité. Alors il y a des gens qui me disent bah oui mais c'est le Congrès qui a voté. Bah oui, et le Congrès il a la majorité quoi, démocrate ou républicaine. Donc voilà, c'est bien en adéquation que les représentants ou les sénateurs ont voté l'ouverture de ces archives, hein, même si Trump a fait comme s'il voulait résister en faisant la comédie comme il le faisait, comme il le fait si bien, je vais pas dire d'habitude, mais comme il le fait si bien. Voilà. Et là aujourd'hui, on voit bien que ça ne sert que lui. Et il y a eu cet épisode symbolique en conférence de presse où une journaliste est venue lui dire alors Monsieur le Président, il y a une rumeur qui dit que vous seriez attaqué à une secte pédosatanique, etc. Qu'est-ce qu'il en est? Et lui qui la regarde, qui fait et vous pensez que c'est pas une bonne chose? Et ça s'arrête là. C'est comme avec Say Hello to Your Beautiful Wife avec Macron. C'est tu lis entre les lignes ou t'es un idiot. Hein. Cette phrase, elle est terrifiante. La journaliste lui dit est-ce que c'est vrai cette rumeur selon laquelle vous vous attaqueriez à un réseau pédosataniste mondial? Il ne répond pas directement. La seule chose qu'il formule, c'est est-ce que ce serait une mauvaise chose? C'est énorme. Enfin, je veux dire, les types qui sont, comme dit l'adage en français, qui se sent morveux se mouche. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se moucher. Et que c'est pas fini. Hein, et que c'est pour ça que, notamment en France, parce que faut parler de notre spécificité dans le dossier, c'est que Monsieur Epstein résidait dans notre merveilleux pays presque un tiers, ou la moitié de l'année quand il était en liberté. C'est la seule résidence qu'il avait à l'étranger qu'il n'avait pas aux États-Unis ou sur le territoire américain. Une seule, et c'est en France. Voilà. Et c'est en France. Et alors dans les beaux quartiers, avec accès donc à toute la classe comprador, donc pareil, politique, financière, économique et artistique. Ça, c'est quand même, ça fout le tournis, quoi. Ça fout le tournis.
Et alors, parce qu'il faut rendre encore à César ce qui lui appartient, quand on voit comment donc la presse française, malgré ce qu'on s'est déjà dit la semaine dernière dans la matinale, continue donc le Célérus, ceci, cela, ou Mendès France, c'est Quanan, on a Dieudo qui se fait encore courser pour pas faire son spectacle. Parce qu'il faut jamais oublier que moi, je l'avais entendu déjà à l'époque où il s'est fait attaquer justement, semble-t-il, sur recommandation de Madame de Rothschild auprès d'Epstein par rapport Ariane de Rothschild. Ouais. Voilà, Ariane de Rothschild par rapport ensuite à un petit message laissé à Monsieur Manuel Valls. Hein, la blague de la semaine, hein, c'est Manuel Valls sera-t-il le prochain patron de l'Institut du monde arabe puisque la présidence est vacante. Bref, blague personnelle. L'affaire autour du spectacle Le Mur, c'était pas par rapport à d'éventuels propos négationnistes, antisémites, etc. Moi, je me souviens très bien qu'à l'époque, la rumeur très persistante, c'était la partie du spectacle Le Mur où Dieudo évoque le sketch sur la pédophilie avec les témoignages de un frère et une sœur, enfants d'un magistrat de la région toulousaine, si ma mémoire est bonne, qui était venu en disant bon voilà, écoutez Monsieur Dieudonné, on a notre père qui est mort, voilà, il avait participé à des orgies terrifiantes et tout, il a voulu, en plus il s'était suicidé si je ne dis pas de bêtises, et c'est ça qu'on voulait faire taire dans le spectacle Le Mur. C'était pas les blagues sur est-ce que si demain l'armée allemande revenait, on livrerait Patrick Cohen aux Allemands. Hein, voilà, on les aime pas à ce point-là quand même. Voilà, faut pas déconner. Donc c'était pas ça le problème. Le problème, on se rend bien compte aujourd'hui, c'est qu'il fallait pas que ce sketch, vu la popularité qu'avait à l'époque déjà Dieudo, il fallait surtout pas que ce sketch ait une audience monumentale en France, parce qu'il allait poser, c'était la suite. Alors, nous, on s'en souvient un petit peu. Tu te souviens, comme moi, de l'affaire du pasteur Doucet, hein, dans les années 80. Il y avait toute l'histoire aussi, puisque là, en plus, ce magistrat était originaire de Toulouse. On a eu toute l'affaire avec Dominique Baudis un peu plus récemment avant. Donc, on savait très bien en haut lieu, et Madame de Rothschild en priorité, que si ce sketch avait une audience maximaliste, vu le talent et les audiences que faisait Dieudo dans ses spectacles à l'époque, ça allait foutre un bazar monstre. Et c'était ça qu'il fallait faire taire. Et donc là, aujourd'hui, alors je ne sais pas si Dieudo rejoue ce sketch-là dans ses moutures, dans son bus, mais surtout, ce qui est affolant, c'est qu'on continue de le traquer, alors qu'à l'époque, on se rend compte qu'il a dit la vérité en faisant ce sketch, et que les gens qui ont commis des trucs aussi bien politiques, financiers, économiques ou de mœurs, eux, on les laisse tranquilles. Parce qu'aujourd'hui, le bilan de la révélation de tout ce que le DOJ a balancé il y a 10 jours, combien d'arrestations? Combien d'arrestations dans cette partie du monde? Combien de types ou de femmes, malheureusement, sont sous les verrous aujourd'hui après cette histoire? C'est quand même un truc fou. On n'a jamais vu ça. On est encore en train, tout le week-end, de courser Dieudonné pour ses sketchs, et tous les gens qui sont cités dans cette affaire, au mieux, on a Jack Lang qui dit « Bon, tout est perdu, fort l'honneur, je démissionne de ma présidence de l'Institut du monde arabe. » Mais c'est pas possible. Et alors moi, puisqu'on parle du monde arabe, j'exhorte nos amis musulmans à s'interroger sur une des révélations catastrophiques du dossier Epstein, dont par ailleurs, voilà, personne, j'ai pas vu beaucoup de gens en parler. Qu'est-ce qu'on découvre qui est un outrage contre tous les musulmans sunnites, en tout cas du monde? C'est qu'il y a eu une magouille pour aller découper un bout de la tapisserie qui recouvre le mausolée de la Pierre Noire à la Mecque, l'extraire des lieux saints
pour l'amener à je ne sais qui par l'entremise du patron des Émirats Arabes Unis. C'est-à-dire qu'il y a eu un sacrilège contre quelque chose qui est considéré par les musulmans comme étant le saint des saints pour eux. La Mecque avec la pierre noire, c'est voilà, ils vont en pèlerinage là-bas pour se purifier, pour jeter des pierres à Satan. Et on nous dit dans les dossiers qui viennent d'être révélés que quelqu'un a réussi à récupérer un bout, vous savez, il y a d'immenses tentures qui recouvrent ce mausolée, a été découpé des morceaux de cette tenture pour se l'approprier. Mais c'est pas possible. C'est comme si quelqu'un allait dans la chapelle Sixtine pour enlever une partie, je sais pas, des moulures du Bernin ou ce genre de choses. Mais qui sont ces gens? Qui sont ces gens? Et alors, la question qui a plané sur Internet un peu ce week-end, qui était intéressante, que diraient nos mêmes médias qui sont bien silencieux et qui nous pointent les Russes complètement bêtement aujourd'hui pour essayer de débunker tout ça? Que nous dirait-il si Jeffrey Epstein ne s'était pas appelé Jeffrey Epstein, mais que ça avait été un musulman? Qu'est-ce qu'on entendrait contre l'islam et qu'est-ce qu'on entendrait contre les musulmans depuis lors? Ce serait terrifiant. Terrifiant, parce que aujourd'hui, toute personne douée de raison et toutes les personnes que j'ai entendues prononcer sur cette affaire, j'ai pas entendu quelqu'un accuser les juifs. J'ai entendu quelqu'un accuser un juif qui se gargarisait à longueur de message en disant qu'on était tous que des sales goïms, d'accord? Qu'il y a des sionistes qui l'ont mis là, qui l'ont soutenu avec l'aide du Mossad ou ce genre de choses. Mais j'ai pas vu quelqu'un sombrer intellectuellement pour nous dire « Ah, bah, c'est de la faute des juifs ». Parce que bien évidemment, c'est pas de la faute des juifs. Mais imaginons si Epstein avait été musulman, ce qu'on entendrait sur les musulmans aujourd'hui. Ce serait atroce. Atroce. Mais là, ça bouge pas. Et en plus, si on avait attaqué un lieu saint du judaïsme comme ces gens-là, donc se vantaient d'avoir attaqué la Mecque pour aller souiller le mausolée de la pierre noire, qu'est-ce qu'on dirait? Si quelqu'un demain va au mur des lamentations et que par folie il se dit tiens je vais venir, je vais prendre un morceau de pierre et je vais l'emmener avec moi, je serais le premier à hurler contre le sacrilège que ça représenterait pour tout le monde, hein, bien évidemment, parce qu'on ne fait pas ces choses-là. Ces choses-là, ces lieux-là sont sacrés et on doit les respecter. Et là, alors là, parce que là, c'est à la Mecque, c'est les musulmans, cette révélation dans les dossiers Epstein, elle passe complètement à la trappe. C'est hallucinant. Hallucinant. Je me dis, mais comment on en arrive? Alors, moi, comme je l'ai déjà dit pour d'autres choses, plus tout ça se produit, plus ça nous rapproche de la fin, parce que ça veut dire vraiment que là, c'est l'Empire romain au 5e siècle, c'est fini, tout est en train de tomber en ruine par pans entiers. Mais qu'est-ce que c'est stupéfiant quand on le vit, hein, parce que quand on est historien et qu'on lit la chute de l'Empire romain, bon, on n'y était pas. Mais là, on voit l'Occident, comme l'a prophétisé Emmanuel Todd, se casser la figure, mais à un niveau, mais même les Romains n'étaient pas tombés aussi bas. Et aussi vite. Et oui. Est-ce qu'on pourrait envisager qu'en effet, si Macron a fait donner ces médias subventionnés, c'est que, eh bien, dans ce qu'il reste encore à découvrir, déjà des documents actuellement partagés ou de ceux qui restent à partager, quelque chose qui pourrait lui porter un tort immense et qui serait le fait de Trump lui-même. C'est-à-dire que Trump n'a-t-il pas dit dernièrement, mais il n'a plus que quelques mois d'exercice du pouvoir, Emmanuel Macron. Si, comme on vient de l'expliquer, Netanyahou se sent obligé de faire des déclarations publiques pour dire non, on n'y est pour rien, c'est bien évidemment que si vous y êtes pour quelque chose, hein, et que toi, vu ton ancienneté politique en Israël, tu dois bien y être pour quelque chose dans cette affaire, même si on peut considérer que peut-être qu'Epstein n'était qu'un agent traité par Ehud Barak, c'est tout à fait possible aussi, hein. Mais que Netanyahou ne soit pas au courant, alors là, il ne faut pas nous prendre pour des lapins de 3 semaines. Et donc, du coup, bien évidemment que si toute la presse aux ordres ici, subventionnée, hein, pas comme nous sur Veille Stratégique ou GPTV,
est en train de se mettre depuis donc 10 jours en ordre de bataille défensif pour protéger l'Élysée et ses locataires, j'allais dire son locataire. Mais quelle erreur! Mais quelle erreur! Mais quelle erreur! Ses locataires, c'est que bien évidemment, il y a quelque chose à défendre. On défend pas quelque chose qui n'existe pas. On va pas aller prendre des coups comme en prend Mendes France et les autres. Alors bon, on peut être stupide, mais unanimement stupide à ce point-là, c'est pas possible. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose qu'il faut protéger, comme on a pu déjà le constater avec les histoires avec Mimi Marchand et tous les scandales qu'il y a déjà eu avec elle. On sait très bien qu'il y a des choses à protéger. On l'a vu, parce qu'il faut pas oublier, hein, les gars, allez, réveille, un petit coup d'histoire. On n'a pas eu une affaire Benalla, hein, il n'y a pas eu un truc à protéger déjà. Bon, alors, on se réveille, on revient. Donc, pour moi, oui, c'est évident que y a quelque chose qui pue encore un peu plus et qui doit être sous le coude de Donald Trump, comme pour tout le monde, parce que je pense, parce que en Grande-Bretagne, il y a eu des démissions. Hein, oui. On a vu des gens qui ont été obligés de quitter leur poste, leur responsabilité dans la très haute fonction publique. Là, aujourd'hui, donc on est lundi soir, hein, je vois que le prince William et sa femme s'inquiètent des révélations parce que eux, c'est des parents. Ils se disent quoi, le tonton qui était déjà complètement cramé, on apprend que il serait pas tout seul peut-être dans ces histoires-là, que ça concernerait peut-être encore d'autres gens. Mais qui, hein? Moi, je rappelle à tous les gens qui ont, quand j'étais gamin, pleuré la mort de Lord Mountbatten dans sa barque de pêche au large de l'Irlande. Lord Mountbatten, bon, l'IRA lui a fait son compte parce que bien évidemment, il menait une guerre impitoyable contre l'armée républicaine irlandaise et pour interdire la réunification de l'Irlande. Mais Lord Mountbatten, il trimballait derrière lui des histoires de pédophilie, mais à faire frissonner n'importe quelle personne saine d'esprit. Hein. C'était terrible. Il était pote avec l'autre de la télé, la BBC, la Salville. Hein. Ces mecs-là étaient des prédateurs d'enfants. Hein. Donc, quand l'IRA lui a fait sauter sa barque avec lui dedans, le seul regret, c'est qu'il n'y avait pas que lui dedans et qu'il y a des gens innocents qui ont aussi été touchés. Mais sinon, lui, il méritait 100 fois que sa barque, elle explose. Parce que non seulement c'était un adversaire politique de l'unité irlandaise, à laquelle tout le monde sait je suis très attaché, mais c'était aussi parce que c'était un immonde prédateur pédophile. Hein, donc, et Lord Mountbatten, c'est, ne l'oublions pas, le parrain au sens religieux du terme, le parrain de l'actuel roi d'Angleterre. De Charles III. Ouais. Voilà, hein, qu'il l'a pris sous son aile contre le père biologique de Charles, le prince consort Philippe, hein, qui lui a permis d'avoir un mentor masculin, machin, etc. Donc voilà, peut-être qu'à Windsor, les types, ils sont là, oh là là, ça commence à aller mal aussi pour nous. Voilà. Alors nous, en France, bon, pour le moment, ça bouge pas. On a utilisé le fusible le plus facile à utiliser, qui était Jack Lang. Maintenant, alors, on a Macron qui, lui, en plus, alors lui, toujours prêt à faire la bonne déclaration au bon moment, il dit il faut laisser la justice américaine travailler sereinement parce que globalement, cette affaire ne concerne que les États-Unis d'Amérique. Ah, mais non. Ces types-là veulent que Dieudo s'enrichisse en ayant des sujets de sketch. Hein. Blaguant, je vais dire que Dieudo est de mèche avec eux. Non, c'est bien que non, malheureusement. Mais il lui offre du pain béni pour avoir des sujets de sketch. Ils sont phénoménaux. Hein. Tu te dis, c'est pas possible d'être aussi stupide ou alors de se sentir tellement en sécurité, mais à mon avis faussement, parce que je pense qu'il n'imagine pas que Trump est capable d'aller plus loin. Et moi, je pense que Donald Trump, il y a eu une première sortie donc des dossiers Epstein quand il a été élu. Alors, c'était la presse démocrate qui a essayé de l'incriminer en disant il est dedans. Oui, mais il est dedans, mais sauf qu'il n'y a rien. En fait, c'est comme il y a d'autres gens qui sont nommés dans le dossier, enfin dans les dossiers, mais on se rend compte que c'est des gens, ils sont cités. Hein. Moi, je me suis amusé à faire une petite recherche personnelle. Mon chanteur préféré, qui est Bruce Springsteen, il est cité plus de 600 fois, mais sauf que c'est juste parce que des gens dans les conversations avec Epstein, disent on aimerait avoir des places pour aller voir un concert, pour aller ceci, pour aller cela. Mais il n'y a pas, tiens, Springsteen est venu sur l'île au diable, bon, ou du diable, comme on voudra.
Donc, il faut faire toujours très, très attention avec ça. Donc là, Trump, c'est pareil, il apparaît, mais il n'y a rien qui soit là à dire, bon, bah, il faudrait, je sais pas, le destituer, il est coupable de ci ou de ça. Là, Ils essaient d'incriminer Elon Musk aussi, hein, toujours dans leur immense mauvaise foi. Voilà, mais ouais, exactement, tu fais bien de le mentionner. Ils font la même chose avec Musk et on se rend compte que finalement, il n'y a rien. Et là, par contre, bah, au début, il ressort ses dossiers, comme on le disait tout à l'heure, il retente de l'incriminer, mais on se rend compte finalement que c'est pas du tout ça le problème. Et comme je le disais tout à l'heure, là, ce qui reste sous le coude, c'est ce qu'on a entendu, ce qu'on a pu lire dans la presse américaine. Tout ce qui nous reste à découvrir, ce sont majoritairement des photos et des vidéos de sévices sur ces pauvres gosses. Et donc là, je pense que ce sera opération balai masque pour ceux qui seront sur ces vidéos. Hein. Et là, et je pense que Trump est tout à fait capable de garder ça. Alors, il le sortira, je vais faire ma Madame Irma à 2 balles, il le sortira de toute façon avant les midterms. Oui. C'est où les gens qui sont sur ces vidéos mettent genoux à terre et acceptent de sortir du jeu par la petite porte, ou alors il va balancer tout. Et là, ce sera la révolution totale parce que ce qu'on va découvrir visuellement sera insupportable. Voilà. C'est en effet une option. Moi, je pense que c'est comme ça que s'articule sa stratégie aujourd'hui, de manière, encore une fois, hein, tous ceux qui le dénigrent, tous ceux qui veulent pas comprendre, tous ceux qui essayent de le faire passer pour un demeuré. Voilà. Et comme je le répète aussi, parce que les gens sont dans une telle immédiateté, et toi et moi, on est gaullistes, donc on le sait très bien. Quand le général de Gaulle est revenu le 13 mai 58 au pouvoir, il n'a pas réformé la France en 6 mois. Il n'a pas réformé la France en 12 mois. Il n'a pas tout de suite dit faut faire l'indépendance de l'Algérie. Il n'a pas tout de suite dit faut faire la décolonisation. Il y a eu du temps qui s'est écoulé. Et à l'époque, le général avait beaucoup plus de temps devant lui avec le mandat présidentiel, etc. Trump aujourd'hui. Donc, mais le général de Gaulle avait une légitimité qui était tellement énorme qu'il pouvait de temps en temps se permettre de mettre des coups d'accélérateur. Malheureusement, Donald Trump sait très bien dans quelles eaux il nage. Donc, il est d'une prudence que je trouve tout à fait intelligente. Alors, bien sûr, il peut pas tout faire. Et oui, à Gaza, il n'a pas pu tout faire. Et oui, à Gaza, aujourd'hui, on pourra en parler encore pendant 1 heure. Il se passe encore, même en Cisjordanie, puisque cette saloperie de Smotrich vient de reprendre des lois pour essayer encore de grappiller du territoire en Cisjordanie. Hein, oui, tout continue à bas bruit, les expropriations, les morts, etc. Mais Trump, et la politique, c'est pas des baguettes magiques. Et malheureusement, dans le jeu de la politique face à vos adversaires, vous devez parfois, c'est terrible, mais c'est comme ça. Et alors, une fois que la réalité s'impose à vous, bah, vous êtes obligé de faire avec. Vous êtes des fois obligé de sacrifier des choses et des hommes pour que d'autres choses adviennent qui sont plus importantes. Voilà. Alors, je sais que quand on est un personnage de la vie du quotidien, de tous les jours, on trouve ça fou, mais c'est comme ça que se gère la politique humaine depuis qu'elle existe. Et on peut malheureusement pas en sortir en claquant des doigts en disant ah bah oui mais moi je vais faire du oui et compagnie. Non. Et donc Trump, tout comme le général de Gaulle l'a fait, en commettant lui aussi des erreurs. Hein, moi, tous les gens avec lesquels je discute, je vais pas leur dire ah bah oui les harkis c'était bien de les laisser aux mains du FLN, bien sûr que non, ou de laisser les pieds noirs abandonnés aux égorgeurs du FLN en juillet 62. Bien évidemment que c'était pas la bonne chose à faire. On est tous d'accord. Hein, c'est pas les grandes heures du gaullisme. On est tous d'accord. Oui. Hein, mais c'était au profit de quelque chose qui néanmoins était plus grand pour l'ensemble de la France. Voilà. Et Trump, eh ben, il fait exactement la même chose. Et donc, eh ben, il y a des moments, bah oui, il peut pas arrêter à Gaza sans arrêt ce que fait Israël parce qu'il n'en a pas tout simplement pour le moment les moyens. Voilà, c'est tout. Hein. Je rappelle, j'avais oublié cet élément-là qui est très très important dans le show qu'il a monté avec l'Iran contre les Israéliens en juin l'année dernière. Parce que j'ai oublié un élément très important du cinéma qu'il a monté. Je le rappelle. Il y a l'attaque israélienne, il y a la riposte iranienne, il y a la frappe Midnight Hammer. Et avant qu'il y ait la frappe iranienne contre
la base d'Al-Udaï vidée des GIs. Qu'est-ce qu'il y a que j'ai oublié? Il y a le fait que les Israéliens avaient fait décoller des avions pour frapper encore l'Iran et qu'il a appelé Netanyahou en lui disant tes avions ils font demi-tour et ils se posent et vous ne balancez plus une seule bombe sur l'Iran. Faut pas l'oublier non plus celle-là parce que dans le grand show à la Trump et dans la grande façon dont il s'y est pris pour mettre Netanyahou là où il voulait le mettre, il a aussi été capable d'appeler en disant tes avions, tu les ramènes, c'est fini, moi j'ai fait la paix avec l'Iran, donc tu remballes, t'arrêtes tes conneries. Faut pas l'oublier non plus et je m'en veux de l'avoir oublié dans les dernières interventions que j'ai pu faire avec toi ou sur Veille Stratégique. Voilà. Parce que c'est très important aussi pour montrer à la fin qui est le patron. Alors, Donald Trump, finalement, eh bien, ça signifierait, et à ce moment-là, ça te donnerait entièrement raison, c'est vrai qu'il y a cette histoire iranienne, que sur l'Iran, il n'est absolument pas déterminé à frapper l'Iran et à aller dans le sens que lui indique Israël, qui aurait dit là, ce soir, que eh bien, il n'attendrait pas l'Amérique, enfin plutôt les États-Unis pour frapper l'Iran. Oui, bah, c'est-à-dire que comme par rapport à l'opération qu'a lancée la guerre des 12 jours, les Israéliens ont fait ça, je pense, sans véritablement se concerter avec les États-Unis, et que bon, Trump les a laissés faire, comme en d'autres temps, les Américains avaient laissé Saddam s'emparer du Koweït en lui tendant un piège monumental. Là, peut-être aussi que Trump va tendre un piège à Netanyahou de cette manière-là, c'est-à-dire nous, on négocie. C'est nous qui avons l'initiative de la négociation. Si tu passes par-dessus notre dos et puis que tu vas frapper Téhéran, bah déjà, il faudra voir si tu peux le faire sans nous, hein, techniquement, je rappelle ça, avec autant d'impact, parce qu'ils pourraient peut-être toujours le faire en faisant décoller des appareils d'Azerbaïdjan comme ils ont été capables de le faire pendant la guerre des 12 jours, pour raccourcir les trajets. Faudra voir si vous n'avez pas de perte. Et puis, comment ensuite Trump pourrait encore, comme il a fait en juin dernier, faire une opération de judo et dire, OK, vous avez quand même voulu frapper, vous m'avez pas attendu, et moi j'arrive comme le Messie, et je le dis à dessein, ce mot-là, hein, pour qu'on s'entende définitivement avec les Iraniens. Parce qu'aujourd'hui, Trump ne veut pas, les Saoudiens ne veulent pas, les Pakistanais ne veulent pas, les Turcs ne veulent pas, personne ne veut de ces frappes. Et je parle bien aussi de tous les petits États du Golfe, hein, Oman, enfin petits par la taille ou le poids politique, le Oman, les Émirats Arabes Unis, le Qatar. Personne ne veut que ça dégénère. Il y a que les Israéliens et en particulier le gouvernement Netanyahou qui veut à tout prix que ça ait lieu. Donc peut-être que Trump va leur dire bah allez-y, essayez tout seul, on vous regarde. Et puis dans 6 jours vous m'appellerez parce que vous voudrez des missiles, antimissiles, et que là bah, j'aurai tout le loisir de vous dire ouais je vous les donne mais vous tapez plus. Voilà. Oui, tout à fait. Pour terminer peut-être cet entretien, Sylvain, puisque nous sommes les seuls, et en tout cas pas les seuls, il y a d'autres médias alternatifs, Éveil Stratégique en parle toutes les semaines, bien évidemment, mais nous faisons partie des seuls qui continuons à dire ce qu'il se passe sur le terrain en Ukraine, hein, puisque c'est pareil là-dessus, c'est comme le reste, ça n'existe pas. Il y a plus de guerre, semble-t-il. En France, voilà, c'est à part le grand nombre de morts russes qu'on nous annonce tous les jours sur le champ de bataille, on n'en parle plus. Oui, bah on a été obligé de nous resservir. Alors bon, on a fait un 20e paquet de sanctions là en début de semaine. Qui, encore une fois, on nous annonce des records de baisse de ceci, de cela dans l'économie russe, alors qu'elle continue malgré tout de se maintenir plus haut que l'économie française, qui, elle, n'est pas celle d'un pays qui fait la guerre. Bon, et puis voilà, sur le terrain, bah, on essaye de nous dire, alors oui, les Russes, ils ont frappé ci, ils ont frappé ça, c'est pas des gentils, ils ont encore ciblé telle ou telle infrastructure énergétique. Mais le fait que les opérations militaires continuent d'être favorables à l'armée russe tous les jours, que tous les développements sur le terrain montrent que l'armée ukrainienne a de plus en plus de difficultés,
Bon, là, les combats sont moins dynamiques à cause de la météo. Hein. Je le disais déjà la semaine dernière, ils continuent de faire des températures en moyenne autour de -20. Ça facilite pas les grands déplacements, les grandes manœuvres. Déjà que le type de guerre ne le facilitait pas. Là, c'est encore un peu plus marqué. Mais tous les combats depuis une semaine qu'on s'est parlé sont favorables à l'armée russe. Tous. Et dans tous les secteurs du front. Hein, donc aujourd'hui, la bataille pour Liman, elle a commencé dans les quartiers sud-est de Liman. La bataille pour Konstantinivka se poursuit, pareil, dans les quartiers sud-est de Konstantinivka. La mise en pince dans l'oblast de Zaporijjia des 2 lignes de défense se poursuit toujours avec cette menace de prise en enfilade de la ville d'Orikiv, etc. Enfin, alors de temps en temps, il y a une contre-attaque locale ukrainienne hein, pour essayer de dégager tel ou tel point. Mais ce sont des contre-attaques locales. Il n'y a plus de contre-offensive, il n'y a plus de moyens de réserve à engager dans des contre-offensives. Donc, effectivement, sur LCI, qu'est-ce qui reste? Ou sur, je sais plus, c'est dans l'air, il reste Trinquant qui dit oui, les Russes, ils en sont à s'accrocher dans les arbres, etc. Enfin, moi, je pense qu'il faut un concours avec Yakovlev pour savoir qui va sortir la plus grosse bêtise, hein, pas autre chose, parce que là, ça serait dans les vestiaires. Mais voilà, donc non, c'est n'importe quoi. Et puis on ne nous raconte pas que les négos à Abu Dhabi, elles ont abouti qu'à quoi? Un échange de prisonniers. Et puis pour le reste, comme je le disais la semaine dernière avec toi, rien. Il n'en est rien sorti parce que ça se terminera par la capitulation ou l'imposition d'un état de fait. Les Russes diront, bah voilà, nous on arrête, on a pris ce qu'on veut, on vous fait une frontière là où on s'est arrêté et puis terminé. C'est à prendre ou à laisser. Voilà, c'est comme ça que ça va se finir. Là, pour moi, c'est sûr, le volet diplomatique, c'est fini. C'est l'armée russe qui décidera du sort de cette guerre dans les 5-6 mois qui viennent maximum. Bon, ben au moins c'est clair. Écoute, on a déjà passé plus d'1 heure ensemble, un vrai plaisir, c'est passé à une vitesse phénoménale. Or, tu nous apprends une bien mauvaise nouvelle, c'est que du fait de tes activités annexes qui vont prendre, et on en est content pour toi, plus de volume, tu vas dorénavant un peu mettre la pédale douce sur tes interventions ici et là, dont sur GPTV, ce qui ne veut pas dire que tu vas disparaître, loin s'en faut, en tout cas, tu vas nous le confirmer, mais on ne te retrouvera pas. D'ailleurs, on a voulu les habituer cette fois-ci en te plaçant mercredi matin et non mardi matin pour qu'ils commencent, les auditeurs qui attendent toujours avec impatience mardi matin. Bon, ils s'apprêtaient à ce que les vacances fassent que tu ne sois pas là 2 semaines. Mais néanmoins, voilà, tu vas te faire plus rare pour des raisons tout à fait justifiées par ailleurs. Oui, je reprends du service dans mon club de football américain à proximité de chez moi. Ça va m'obliger à faire beaucoup d'autres choses en plus de ce que je fais déjà pour veille stratégique. Et en plus de ça, les auditeurs le savent s'ils ont suivi le bulletin numéro 175. On n'est pas contraint, parce que c'est pas un mal en soi, mais on reprend 2 bulletins par semaine parce que on a tenté de se faire rare en pensant qu'on deviendrait cher, et puis malheureusement, on est resté au même niveau. Bon, ça nous fera une leçon de modestie. Donc, on doit faire de nouveau 2 bulletins, et moi, à côté de ça, je dois faire des activités pour mon club de football américain, y compris le week-end, puisqu'on est en pleine phase de compétition avec un match tous les 15 jours, avec des déplacements. Donc, je ne peux plus avoir un autre rendez-vous. Et puis, chez les autres camarades qui ont aussi l'habitude de ponctuellement de m'inviter, je serai un petit peu moins présent. Ça ne veut pas dire que j'ai été attaqué par les Raéliens, les Martiens ou qui que ce soit, ou que je suis fâché avec qui que ce soit. Mais voilà, tout le monde Absolument. sait que une des raisons profondes pour lesquelles je me suis relancé dans cette aventure, c'est parce qu'il fallait que ce pas soit franchi pour que je fasse mon deuil de mon coéquipier qui m'a malheureusement quitté il y a 4 mois et 3 jours. Et voilà, pour dépasser le traumatisme de sa mort prématurée, la meilleure chose à faire, c'était de retourner à ce qui a été notre passion commune pendant 25 ans, c'est-à-dire le football américain. Et c'est aussi dans ce cadre-là que j'ai accepté de me réinvestir aussi fort dans mon club. Voilà. Écoute, on te souhaite
beaucoup de réussite dans cette nouvelle entreprise, en souhaitant que justement, en plus, elle soit ponctuée de succès. Ah bah oui, oui, oui. Et donc je reviendrai pour des moments d'actualité forts sur l'antenne, pas forcément le mardi. Voilà, dès que je verrai, comme on l'avait fait au tout début, quand j'ai commencé à intervenir, sur ta proposition ou la mienne, dès qu'on verra qu'il y a un événement vraiment important avec mon expertise à mettre à votre service, je reviendrai bien évidemment avec grand plaisir. Et puis sans trahir de secret d'État, puisque ça a été longtemps une demande des auditeurs, vous allez bientôt pouvoir retrouver une nouvelle édition de mon livre sur Mariupol aux éditions Géopolitique Profonde. Restez à l'antenne. D'ailleurs, je pense que ça fera partie des occasions de revenir vous voir pour en parler avec toi, y compris en plateau, comme on l'avait fait pour mon précédent ouvrage. Voilà. Exactement. Et puis aussi, peut-être aussi quelques articles pour la revue. Ah bah alors, pour la revue, c'est dans le pipe, comme on dit en termes journalistiques anglo-saxons, au mois d'avril, j'ai écrit un papier qui sort en avril sur le bilan du Zvugsvang. Vous m'avez entendu parler pendant des semaines sur Veille stratégique et ici du Zvugsvang réalisé par l'armée russe depuis la mi-août l'année dernière. Et donc, j'ai fait un article de synthèse de tout ça. Et je pense que voilà, pour le numéro d'avril, vous serez satisfait. Et je me suis entendu avec notre camarade, le jeune et sémillant Raphaël, pour faire d'autres articles sur les mois suivants sur différentes forces armées pour que les gens, un peu comme le modèle de mon livre sur la fin de la domination américaine, aient des références sur telle ou telle grande forces armées pour mieux comprendre les enjeux qu'on peut nous mettre dans la figure un peu de manière lamentable chez les médias de grand chemin. Voilà. Eh ben, très bien. Donc, des possibilités de collaboration toujours avec Géopolitique Profonde. Ah oui, donc, oui. Voilà, il y a cette collaboration continue, elle se transforme et évidemment, on te retrouvera sur nos différents formats à mesure, en effet, de l'actualité et de tes possibilités aussi. Et on comprend parfaitement, en effet, ces excellentes raisons qui te poussent aujourd'hui, à donc augmenter un petit peu tes activités par rapport à ce sport qui, pour toi, est une immense passion. Donc, tu sais, quand on m'interviewe comme ça, en me parlant de mon travail d'historien, de mes passages à la télévision, etc., moi, je reste très clair. Et puis, quand mon ami est mort, puisque c'est moi qui ai prononcé son éloge funèbre, moi, j'ai 55 ans dans quelques semaines. La plus grande aventure de ma vie après mes enfants, c'est le football américain. C'est pas le reste. Le reste est très important, bien sûr. Mais la plus grande aventure de ma vie et ce qui a été le plus enrichissant pour moi, humainement, c'est ce sport, c'est d'avoir créé un club, de l'avoir structuré, d'avoir passé mes diplômes, etc. Ça a vraiment été quelque chose c'est un des piliers et c'est le plus important après ma famille de tout ce que j'ai pu faire, de tous les rêves que j'ai pu accomplir. Écoute, ça se sent déjà dans le ton, dans la bonne humeur et la rigolade que tu as pris, à mon avis, une bonne décision. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Sylvain. C'est un plaisir de travailler avec toi et on continuera, même si c'est à une autre fréquence. Beaucoup de plaisir comme aujourd'hui. C'était un véritable délice, cet entretien. Eh ben, c'est toujours pareil. Le gang des chauves, on refera des aventures avec François Martin. Il y a pas de surtout que François, il a bien besoin de toi parce qu'il rame un peu parfois par rapport à certains de ses détracteurs. Alors il dit oui, mais comme le dit Sylvain Ferreira, il va falloir qu'il trouve d'autres références peut-être. Il faudra venir aller à son secours de temps en temps. Voilà. Écoute, je te rappelle que la première fois que tu m'as interviewé pour l'émission conjointe avec Radio Courtoisie, tu étais avec François qui me connaissait déjà et qui me pratiquait déjà. Exactement. Donc voilà, c'est une histoire entre guillemets un peu ancienne maintenant de notre connivence avec François. Exact. Il faut pas l'oublier, ça, en effet, tout à fait. Oui. Non, mais ce qui est très important, c'est de pouvoir justement, des fois s'appuyer les uns sur les autres,
des fois se confronter les uns aux autres en bonne intelligence. Moi, j'ai énormément d'intérêt, et je le cite souvent dans Veille stratégique, avec les travaux de Youssef Indy, que je salue aussi à cette occasion, parce que vraiment, ou Marc Gabriel, parce que voilà, c'est des gens, en plus de ce que je connaissais avec Xavier Moreau ou Pierre-Antoine Plaquevent, c'est des nouveaux visages de la dissidence dans les travaux qu'ils produisent, et que je vous invite à lire, parce que comme d'habitude, faut écouter Youssef, faut écouter ses interventions, ou Rachid Achachi, mais il faut aussi les lire, parce que ça, c'est essentiel pour se réarmer intellectuellement. Ouais. On est d'accord avec ça. Et on continuera à vous avoir les uns les autres sur GPTV, sur la matinale, sur les formats du soir. Parce que parce qu'on ne peut pas s'en passer, tout simplement, totalement. On fait avec les priorités des uns et des autres, mais on a besoin de vous, on a besoin de vos éclairages, on a besoin de cette réinformation, parce que sinon, ça serait vraiment infernal quand on vient de parler de l'affaire Epstein ou de LCI et la guerre en Iran. On voit bien que s'il n'y avait pas des médias alternatifs, on en crèverait de leur information. Voilà. C'est ça. Et des médias alternatifs qui acceptent d'avoir des échanges de points de vue qui sont pas exactement les mêmes. C'est ça aussi qui est très important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la dissidence devienne le reflet de ce à quoi elle s'oppose. Il faut conserver dans cette dissidence comme on dit comme ça en rigolant, des chapelles avec des gens qui vont plutôt dans un sens, plutôt dans d'autres. Je m'intéresse là aussi parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec lui aux travaux de Pierre Hillard. Enfin voilà, faut qu'on soit beaucoup plus éclectique et beaucoup plus ouvert que ne le sont les gens qui sont quasiment monochromes en face de nous et qui veulent absolument plus entendre parler de couleurs. C'est ça qui est aussi très très important. C'est pas de dire machin plus que l'autre. Non, c'est de s'enrichir de nos différences qui en cumulé permettent aux gens de s'ouvrir les neurones. Parce que si on était monochrome, on serait pas le reflet de ce à quoi on s'oppose.